Bonjour, dans cette vidéo, on va rapidement revoir un peu les figures de style qui vous ont dit, qui vont vous aider dans vos commentaires composés ou même dans la vie courante, dans votre manière de vous exprimer. Donc, je suis tombé sur une liste d'exercices sur Internet que je vais mettre le lien en description. Vous pourrez après réviser plus tard quand vous serez à l'approche de vos examens. Donc, la bonne manière de maîtriser les figures de style, c'est de s'exercer. Voilà, c'est-à-dire qu'on apprend en s'exerçant. Ce n'est pas le fait de lire les définitions. Quand tu lis les définitions et que tu n'appliques pas, tu finis par oublier. Mais il y a la définition, en plus tu t'exerces. Donc ici, ce que nous allons faire, nous, on va juste apprendre à détecter les figures de style dans un vers ou une phrase. Et voici les exercices que nous allons faire dans cette séance. Il y a 15, il y a une quinzaine de vers, je crois 21. Donc pour chaque question, on nous demande de faire un choix. On, on commence déjà par l'exercice, par la première question. Donc dans cet exercice, quelle est la figure de style? Cochez la bonne réponse. La phrase, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Donc c'est extrait du poème de Pierre Corneille. Donc est-ce que c'est une comparaison? Est-ce que c'est une anecdote? Ou bien est-ce que c'est un oxymore? Quel est votre choix? Et donc, évidemment que c'est un oxymore. Un oxymore consiste à rapprocher deux mots de sens contradictoires dans une même expression. Ici, nous avons obscur qui évoque l'ombre, le manque de lumière, et de l'autre côté, nous avons clarté qui évoque la lumière. Ainsi, l'expression obscur-clarté associe donc deux idées opposées. C'est ce contraste qui crée l'oxymore. Et donc le sens de l'expression, Corneille parle de la faible lumière des étoiles tombant la nuit. Cette lumière éclaire un peu, mais reste faible et entourée d'obscurité. Donc, on va cocher oxymore. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. On entend plusieurs fois le son en, 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 étrange, pénétrante. Donc, c'est ce qui est plus prononcé dans la phrase. Je fais souvent ce rêve pénétrante, étrange et pénétrante. Donc, souvent, étrange, pénétrante. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrante. Quelqu'un pouvait dire rêve. Quelqu'un pouvait dire que le son R se prononce, mais le R n'est pas assez prononcé. Rêve, tranche, pénétrant, c'est vrai que, mais ce qui est plus flagrant, c'est en. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. On entend plusieurs fois le son en, et même plus faiblement dans la nasalisation de certains groupes du verbe. Ok, donc pourquoi ce n'est pas une litote? Une litote consiste à dire moins pour suggérer davantage. Par exemple, pour dire à une personne que je t'aime, si l'on veut utiliser une litote, il dira simplement je ne te hais point. C'est une façon plus souple, c'est une manière de voiler, de camoufler l'expression réelle, le sentiment réel en fait, l'émotion réelle ressentie. Je ne te hais point, je ne te hais point pour dire simplement que je t'aime. Ici, il n'y a aucune atténuation de ce type. Pourquoi ce n'est pas une allitération? Une allitération est la répétition d'une consonne. Voilà. C'est différent d'une assonation. Donc, une assonation, c'est plus voyelle,
Et allitération, c'est consomme. Alors, un exemple d'allitération. Une allitération est la répétition d'une consomme. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Répétition du son S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Donc, réponse attendue, assonance, répétition du son vocalique nasal en. Ok, on passe au 3. Des trains sifflaient de temps à autre et des chiens hurlaient de temps en temps. On observe une construction symétrique. Des trains sifflaient de temps à autre et d'autre part, des chiens hurlaient de temps en temps. Les deux membres de phrase ont la même structure grammaticale, sujet, verbe, complément circonstanciel. Des trains sifflaient de temps à autre, des chiens hurlaient de temps en temps. C'est précisément la définition du parallélisme. Pourquoi ce n'est pas une antithèse? L'antithèse oppose deux idées contradictoires. Par exemple, je vis, je meurs. Ici, tout me plaît et me déplaît. Il n'y a pas d'opposition entre les trains qui sifflent et les chiens qui hurlent. Pourquoi ce n'est pas une répétition? Il y a bien une légère répétition de l'idée du temps, de temps à autre, de temps en temps, mais ces expressions ne sont pas identiques. L'effet principal recherché est la symétrie de la construction par la répétition d'un même mot ou groupe de mots. Je pourrais donner d'autres exemples. Les uns riaient, les autres dansaient. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Depuis qu'il a commencé la fac, Hervé se sent comme un poisson dans l'eau. Il se sent à l'aise, quoi, en fait. Il est dans son monde, donc il se sent à l'aise. Ok. La bonne réponse est la comparaison. Dans la phrase, depuis qu'il a commencé la fac, Hervé se sent comme un poisson dans l'eau. On utilise l'outil de comparaison comme pour rapprocher Hervé d'un poisson dans son élément naturel. Comparer Hervé, outil de comparaison, est comme comparant un poisson dans l'eau. Le sens est Hervé est très à l'aise à la fac. Il s'y sent parfaitement adapté. Pourquoi ce n'est pas une métaphore? Une métaphore est une comparaison sans outil comparatif. Par exemple, Hervé est un poisson dans l'eau à la fac. Ici, on ne dit plus comme, donc c'est une métaphore. Pourquoi ce n'est pas une hyperbole? L'hyperbole est une exagération. Exemple, Hervé est le plus brillant étudiant de l'université, de l'univers, où j'ai attendu une éternité. Alors, c'est une exagération. Parce que l'homme, déjà, à 100 ans, 130 ans, tu meurs, quoi. Mais quand il dit j'ai attendu une éternité, c'est une exagération. L'homme ne peut pas avoir telle espérance de vie, en fait. Bien, au suivant. Le crépuscule a mis s'endort dans la vallée. Le crépuscule a mis s'endort dans la vallée. La bonne réponse est la personnification. On attribue au crépuscule un phénomène naturel, donc une chose non humaine, une action humaine s'endort. Dormir est un comportement propre aux êtres vivants et plus particulièrement associé aux humains.
Le, le crépuscule est donc présenté comme une personne qui se couche et s'endort doucement. C'est une personnification. Pourquoi ce n'est pas un euphémisme? Un euphémisme consiste à adoucir une réalité jugée brutale ou désagréable. Donc ici, adoucir une réalité jugée brutale. D'accord? Une réalité jugée brutale. C'est lorsque la réalité est quand même choquante, brutale. Tu n'as pas envie de... Tu as envie de parler d'une façon plus douce, sans forcément heurter la personne. Et donc, tu trouves les mots, des mots plus faibles, en fait. C'est ça qu'on appelle euphémisme. Donc, il nous a quittés pour dire qu'il est mort, en fait. Voilà. Tu trouves des mots pour apaiser la personne. Donc, ici, on n'est pas dans ce contexte. Pourquoi ce n'est pas une anaphore? Une anaphore est la répétition d'un même mot ou groupe de mots en début de phrase ou de vers. Je n'ai pas dit que c'est une répétition de mots ou groupe de mots comme ça. Seulement lorsque c'est en début de phrase ou de vers qu'on parle de anaphore. C'est important de savoir cela parce que ça fait la différence entre anaphore et répétition. Je prends un exemple d'anaphore. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras immoler mon amant? Rome. Et donc, la phrase, la réponse, c'est personnification. Le crépuscule est représenté comme un être vivant qui peut être ami et qui s'endort dans la vallée. Cette image crée une atmosphère calme, douce et poétique. Paris est tout petit. C'est là sa vraie grandeur. Euphémisme, antithèse, parallélisme. La bonne réponse est antithèse. Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. On oppose deux idées contradictoires. Comment quelque chose peut être petit et en même temps grand? Ces deux termes appartiennent à des champs de sens opposés, petitesse, grandeur. C'est donc une antithèse, c'est-à-dire le rapprochement de deux idées contraires pour mettre en valeur un paradoxe ou une réflexion. Pourquoi ce n'est pas un euphémisme? Un euphémisme adoucit une réalité. Il s'est éteint, puis dit il est mort. Ici, il n'y a pas ce cas. Pourquoi ce n'est pas un parallélisme? Le parallélisme repose sur une symétrie de construction. Les uns riaient, les autres dansaient. Dans la phrase, il y a bien deux propositions, mais ce qui frappe surtout est l'opposition entre petit et grandeur. J'ai mille choses à vous dire. Onomatopée, allitération ou hyperbole. J'ai mille choses à vous dire. Le lecteur n'a probablement pas exactement mille choses à dire. Le nombre 1000 est utilisé pour exagérer et montrer qu'il a énormément de choses à raconter. C'est la définition de l'hyperbole. Une figure de style qui consiste à exagérer une idée pour la rendre plus expressive. Pourquoi ce n'est pas une allitération? L'allitération est la répétition d'un même son consonantique. Consonne en fait. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Répétition du son S. Ici, il n'y a pas de répétition sonore marquante. Pourquoi ce n'est pas une onomatopée? Une onomatopée imite un bruit. Boum! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Miam, miam. Dans la phrase, aucun mot n'imite un son. Donc, réponse attendue, il s'agit bien d'une hyperbole. Autre exemple d'hyperbole. Je te l'ai dit 100 fois.
Je meurs de faim. Il y avait des milliers de personnes. J'ai attendu une éternité. 8. Lorsque Jean a plongé, ça a fait plouf et tous les gens assis autour de la piscine étaient trempés. Le mot plouf imite le bruit produit par quelqu'un qui tombe dans l'eau. C'est exactement la définition d'une onomatopée. Un mot qui reproduit ou évoque un son réel. Pourquoi ce n'est pas une métonymie? La métonymie consiste à désigner une chose par une autre qui lui est liée. Boire un verre. On boit le contenu, pas le verre. Lire Victor Hugo, tout simplement pour dire que on lit une œuvre de Victor Hugo. Il n'y a rien de tel ici. Pourquoi ce n'est pas une parenthèse? La parenthèse est une interruption du discours pour ajouter une précision. Exemple, Jean a plongé. Donc, si je veux introduire une figure de style de parenthèse, je peux apporter une précision entre Jean et a plongé. Je peux inclure Jean qui était pourtant prudent a plongé. Donc, entre Jean et l'expression a plongé, je viens d'insérer qui était pourtant. Là, j'apporte une précision sur Jean. Donc, le fait d'apporter cette précision, ça fait de la phrase une figure de style qui est une parenthèse. D'accord? On peut retirer simplement cette expression et ça ne changera pas l'idée véhiculée. Jean qui nage très bien à plonger. Voici une autre phrase. L'homme a une force herculienne. Et donc, quand on parle de force herculienne, c'est une force incroyable, immense, comme Hercule dans la mythologie grecque romaine. En fait, dans la mythologie grecque romaine, il y a une œuvre dans laquelle on parle de Hercule qui incarne vraiment une véritable force brutale. Et donc, on peut utiliser quand même quelqu'un qui a lu l'œuvre, comprend exactement ce qu'on veut dire. Voilà. Et donc, ici, en parlant, tu parles à des gens qui sont plus ou moins informés de cela et ils comprennent en fait. Tu dis simplement que cet homme a une grande force, est doté d'une force extrêmement puissante. Alors, de quoi s'agit-il? Allusion, métaphore ou lithos? On va décortiquer. Cet homme a une force herculienne. L'adjectif herculienne renvoie à Hercule, héros de la mythologie grecque romaine, célèbre pour sa force extraordinaire. L'auteur ne raconte pas l'histoire d'Hercule et ne le nomme pas forcément explicitement dans l'explication de la phrase. Il fait référence à un personnage culturel que le lecteur est censé connaître. C'est donc une allusion. Il fait allusion à une personne en parlant. C'est du français, non? Donc, une figure de style qui évoque indirectement une personne, un événement, une œuvre ou un mythe connu. Pourquoi ce n'est pas une métaphore? Vous savez, je l'ai déjà expliqué, mais la répétition, elle est pédagogique. En répétant, vous allez finir par comprendre tout ici, dans cette phrase, dans cette vidéo. Une métaphore est une comparaison sans outil comparatif. Exemple, cet homme est un lion. On ne dit pas que l'homme est Hercule. On qualifie sa force en faisant référence à Hercule. L'effet principal est la référence culturelle. Pourquoi ce n'est pas une litote? Une litote consiste à dire moins pour suggérer plus. Ce n'est pas mauvais pour dire c'est très bon. Une atténuation de ce type n'apparaît pas ici. C'est donc une allusion. Quelques exemples de allusion. Il a trouvé son Eldorado.
Ça fait allusion à la cité légendaire. Quand on parle de l'Eldorado, je pense que vous savez plus ou moins de quoi il s'agit. Cette trahison est digne de Judas. Il fait allusion à la Bible. Judas, qui est dans la Bible, a trahi Jésus. Donc, c'est une histoire que plus ou moins tout le monde connaît. Et donc, quand il dit que cette trahison est digne de Judas, on comprend de quoi il s'agit. Donc, il fait allusion à Judas, qui est dans la Bible. 10. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Oxymore, répétition ou allitération? La bonne réponse est allitération. Ça saute aux yeux. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? On entend la répétition du son cha, 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 cha. Chaussettes, archiduchesse, sèche, archi-sèche. Cette répétition d'une consonne ou d'un son consonantique est une allitération. C'est une phrase très célèbre parce qu'il s'agit d'un verbe langue ou casse-langue utilisé pour travailler la prononciation du son. Et donc, si par exemple, quand vous vous exprimez, vous avez du mal à formuler vos phrases, vos mots, les lettres, pour qu'on vous entende, si vous voulez parler correctement à l'oral, vous répétez plusieurs fois cette phrase. Au départ, vous aurez du mal à prononcer la phrase. Progressivement, vous aurez la langue très fluide à vous exprimer. Et donc, on l'utilise pour s'entraîner, pour entraîner la langue. Un autre exemple qui est utilisé, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Alors, pourquoi ce n'est pas un oxymore? Un oxymore rapproche deux mots de sens opposé. Comme on l'a vu tout à l'heure, une obscure clarté, un silence assourdissant. Pourquoi ce n'est pas une répétition? Il y a bien des mots qui se ressemblent. Sèche, archi-sèche, mais le fait recherché est surtout sonore. Bien. 11. Ce vin n'est pas mauvais. Vous dites que ce vin est très bon. Litote, synecdoque ou personnification. On dit volontairement moins que ce que l'on pense pour laisser entendre plus. Le sens réel est ce vin est bon, voire ce vin est très bon. C'est exactement le principe de la litote. Atténuer l'expression afin de renforcer l'idée suggérée. Comment fonctionne la litote? Au lieu de dire directement ce vin est excellent, on choisit une formulation négative. Ce vin n'est pas mauvais. Le lecteur ou l'éditeur comprend alors lui-même l'appréciation positive. Pourquoi ce n'est pas un oxymore? Un oxymore réunit deux thèmes contradictoires. Pourquoi ce n'est pas une synecdoque? La synecdoque consiste à désigner le tout par la partie ou la partie pour le tout. Avec ça, il faut des exemples pour comprendre. La synecdoque consiste à désigner le tout par la partie ou la partie par le tout. Exemple, sans voile à l'horizon. Alors, quand on parle de sans voile, on fait allusion au bateau. Donc, ça veut dire qu'il y a des voiles. L'auteur aperçoit des voiles à l'horizon, aperçoit des bateaux à l'horizon, sans bateau. Alors, au lieu de dire des bateaux, il dit des voiles, parce que chaque voile caractérise un bateau. Donc, il s'agit bien de litote. Autre exemple de litote, va, je ne te hais point. Je dis que je t'aime. Ce n'est pas faux, signifie souvent c'est vrai. Il n'est pas bête, je dis il est intelligent. La litote est très fréquente en français
notamment pour exprimer une appréciation avec élégance ou retenue. Hier, j'ai acheté un livre que j'ai d'ailleurs terminé cette nuit sur les problèmes posés par la gentrification. Onomatopée, parenthèse ou parallélisme. La partie que j'ai d'ailleurs terminé cette nuit est une information ajoutée au milieu de la phrase principale. Si on la retire, la phrase reste complète. Hier, j'ai acheté un livre sur les problèmes posés par la gentrification. L'auteur interrompt donc momentanément son propos pour apporter une précision. C'est ce qu'on appelle une parenthèse ou une incise. Ce n'est pas également aussi une onomatopée. Une onomatopée, je répète, que ça imite un bruit. Ploum, plouf, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pourquoi ce n'est pas un parallélisme? Le parallélisme repose sur une symétrique de construction. Je réponds toujours ma phrase. Les uns riaient, les autres dansaient. Un train qui sifflait de temps à autre, des trains qui sifflaient de temps à autre et les chiens hurlaient de temps en temps. Suivant. « 13. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. La réponse, c'est une métaphore. Pourquoi? On reconnaît ici un vers inspiré de Bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Le poème ne se baigne évidemment pas dans un véritable poème. Il identifie la mer à un problème, comme si l'océan était une immense création poétique. Il a donc un rapprochement entre deux réalités, la mer, le poème, sans utiliser l'outil comparatif comme tel semblable. C'est la définition de la métaphore. Ce n'est pas une personnification. La personnification consiste à attribuer des caractères humains à une chose ou à un animal. Exemple, le vent gémissait dans les arbres. C'est les êtres vivants qui gémissent, pas des choses. Alors ici, on attribue avant le caractère de gémissement. Le crépuscule s'endort dans la vallée. Alors, s'endormir, c'est un être vivant qui s'endort, pas le crépuscule. Le crépuscule n'est qu'un effet, c'est un effet entre le jour et la nuit. Mais là, on attribue cela on lui accorde un caractère d'être vivant. Pourquoi ce n'est pas une hyperbole? L'hyperbole est une exagération. J'ai mille choses à vous dire. Je meurs de faim. 14. Ah, fallait-il en croire une amante insensée? Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée? Question rhétorique, parallélisme ou antithèse. Ici, il s'agit d'une question rhétorique, souvent appelée interrogation rhétorique. Le locuteur pose des questions mais n'attend pas de réponse. Le véritable sens est plutôt: tu n'aurais pas dû croire une amante insensée. Tu aurais dû comprendre ce que je pensais réellement. C'est-à-dire, souvent on se retrouve dans des situations et on pose la question, mais on pose une question, mais la question à laquelle on se pose, on ne s'attend pas vraiment à une réponse. On pose la question pour exprimer quelque chose, pour faire comprendre quelque chose simplement. On ne s'attend pas à une réponse. Au suivant. 15. Jusque dans les secrets de la fontaine éteinte. Jusque dans les secrets que je crains de savoir. Jusque dans le repli de l'amour de soi-même. Oxymore, comparaison ou anaphore.
La bonne réponse est anaphore. Dans ce test, on observe la répétition du groupe de mots jusque au début de plusieurs vers ou segments de phrases. Donc attention, au début de plusieurs vers et segments de phrases, il s'agit bien d'une anaphore. C'est exactement la définition de l'anaphore. Répétition d'un même mot ou groupe de mots au début de plusieurs phrases, propositions ou vers. L'anaphore donne du rythme, de l'insistance, une impression de progression. Ici, on a l'impression que le poète s'enfonce toujours plus profondément dans le secret de la fontaine, dans le secret de la connaissance, dans les replis de l'amour de soi. Le mouvement est presque une descente vers des profondeurs de plus en plus intimes. Pourquoi ce n'est pas un oxymore? Un oxymore associe deux termes contradictoires, encore une fois. Nous avons vu un très beau Picasso la semaine dernière au musée. Donc un très beau Picasso pour dire un tableau de Picasso. Ok. Ici, c'est une métonymie. Pourquoi c'est une métonymie? On place l'œuvre, le tableau, par le nom de l'artiste Picasso. Relation logique de propriété auteur-œuvre. C'est donc une métonymie de l'auteur pour l'œuvre. Ce n'est pas une métaphore. Une métaphore crée une image, un rapprochement imagé. Cet homme est un lion. Mais ici, on ne compare pas Picasso à quelque chose. On désigne directement son œuvre par son nom. Encore un mercredi, je n'avance guère. Le temps, beaucoup. Le temps lui avance beaucoup en fait. Encore un mercredi, je n'avance guère. Le temps, beaucoup. Il s'agit de quoi? La dernière phrase est incomplète. Le temps beaucoup, on comprend naturellement, le temps lui avance beaucoup. Ou le temps avance beaucoup. Le verbe avance a été supprimé parce qu'il est déjà présent dans la phrase précédente. Je n'avance guère. Cette suppression d'un ou plusieurs mots que le lecteur peut facilement reconstituer s'appelle une ellipse. Pourquoi ce n'est pas une hyperbole? L'hyperbole est une exagération. Ici, l'effet principal vient de l'omission d'un mot, pas d'une exagération. Ce n'est pas non plus une parenthèse. Une parenthèse ajoute une information secondaire. Jean, qui était pourtant prudent, a plongé. Comment reconnaître l'ellipse? Pose-toi la question, y a-t-il un mot manquant que je retrouve facilement grâce au contexte? Ici, je n'avance guère, le temps beaucoup. On rétablit mentalement le temps avance beaucoup. J'aperçois une voile à l'horizon. Synecdoque, euphémisme, répétition. Ici, voile, une partie de bateau, bateau, le tout. On utilise donc la partie pour désigner l'ensemble. Ce n'est pas un euphémisme. L'euphémisme adoucit une réalité. Il nous a quittés pour dire qu'il est mort. Ce n'est pas une répétition. Une répétition consiste à reprendre un mot ou un groupe de mots. Toujours aimer, toujours souffrir, toujours espérer. Synecdoque ou métonymie, c'est une question classique. La synecdoque est souvent considérée comme un cas particulier de métonymie. Mais dans l'exercice scolaire, une voile pour un bateau est l'exemple typique de la synecdoque, partie pour le tout. 19. Pendant mon temps libre, je m'occupe des personnes du troisième âge. Pour dire qu'il s'occupe des personnes âgées, des vieux. La réponse est euphémisme. Un euphémisme consiste à atténuer une réalité jugée dure, désagréable, sensible, socialement délicate.
La vieillesse est exprimée par une formule plus valorisante et plus neutre. Il nous a quittés. Exemple d'euphémisme, il nous a quittés, il est mort. Une personne en situation de handicap, formulation plus neutre qu'un terme plus abrupt. Demandeur d'emploi, on peut dire personne au chômage. Personne au chômage, on peut dire demandeur d'emploi en fait. Si tu veux dire un quartier pauvre, peut-être que les gens vont prendre ça mal. Ah, donc, pour atténuer l'effet, tu peux simplement dire qu'un quartier défavorisé. Ça, c'est l'euphémisme. C'est différent de... Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une anaphore également. L'anaphore est la répétition d'un même mot ou groupe de mots au début de phrases ou de vers. J'accuse, j'accuse, j'accuse. Ok. Il ne voulait voir qu'elle. Elle et rien qu'elle. Plusieurs fois. Qu'elle. Elle. Rien qu'elle. Cette insistance met en évidence l'obsession, l'amour ou l'attachement exclusif du personnage. Donc, c'est une répétition. Ce n'est pas un parallélisme. Le parallélisme repose sur une répétition de structure, pas une répétition de mots ou groupe de mots. Je reviens sur l'exemple plus haut. Des trains sifflaient de temps à autre et des chiens hurlaient de temps en temps. Ce qui saute aux yeux est surtout la répétition du mot, pas une symétrie grammaticale. Ce n'est pas non plus une comparaison. Et le dernier, la neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. Donc, en fait, ici, il faut bien comprendre ce que la neige fait au nord, là, c'est ce que le sable fait au sud. C'est un truc comme ça, en fait. Voilà. Ça je parle en tant qu'Ivoirien, quoi, pour qu'on se comprenne. Ce que la neige fait au nord, c'est la même chose que le sable fait au sud. C'est simple. Victor Hugo. Alors, oxymore, chiasme ou parallélisme. On observe un croisement des éléments. La neige qui implique au nord. Ensuite, on pourrait s'attendre, le sable fait au sud, mais on voit au sud faire le sable. Vous voyez qu'il a renversé. Ce que la neige fait au nord, il dit d'abord au sud, c'est ce que le sable fait. Il a renversé les phrases. S'il ne renversait pas, ça pouvait aller dans un sens de parallélisme. Mais il a renversé les choses. Donc, on a d'une part neige, nord, d'accord? Et on s'attend quand même à sable, sud. Et là, du coup, on voit sud, sable. Donc, l'idée est construite en miroir croisé, ce qui caractérise le chiasme. Je pense que vous avez saisi. Pourquoi ce n'est pas un oxymore? Un oxymore rapproche deux mots contradictoires. Silence assourdissant. Obscure clarté, comme on a vu plus haut. Ce n'est pas un parallélisme. Parallélisme, on pouvait dire simplement la neige fait ceci au nord, le sable fait cela au sud, avec un ordre identique des éléments. Donc, dans la phrase, les thèmes sont disposés de manière croisée, ce qui crée un effet de miroir inversé. Ok, nous avons fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous. Et je ferai d'autres vidéos encore et encore. En tout cas, si vous voulez vous entraîner en français, je vous invite à vous abonner parce que j'ai de grands projets pour vous, pour cette chaîne. Merci. Rendez-vous à la prochaine vidéo.